Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de l'agriculture de demain, une émission qui se penche sur les futurs, les nouveaux visages de l'agriculture au Québec. Mon nom est Simon Bégin et je suis le porte-parole de l'Institut Jean Garon. Alors, rebâtir les régions du Québec. Quel beau projet. Alors, notre invité d'aujourd'hui, M. Bernard Vachon, cumule quand même 52 ans d'expérience comme enseignant, chercheur, 52 ans de réflexion sur les grands enjeux qui concernent le territoire du Québec. M. Vachon vient de publier aux éditions Multimonde un nouvel ouvrage, Rebâtir les régions du Québec, justement, qui, dans le fond, c'est un legs important, le fruit de ces 52 ans de réflexion, un legs important pour le Québec, au moment où, semble-t-il, il va nous en parler, le Québec serait comme un tournant de son histoire en ce qui a trait à la relation avec son territoire. On serait arrivé, en effet, à un moment charnière où les conditions sont plus favorables que jamais à l'atteinte d'un nouvel équilibre entre ville et campagne, entre monde urbain et monde rural, entre les régions métropolitaines et les régions périphériques. On devrait arriver à une nouvelle relation des Québécois envers le territoire. On le verra avec M. Vachon. Il y a eu la théorie de la concentration au cours des 70 dernières années qui a toujours fait la promotion de cette idée que la grande ville était la locomotive. Dans notre cas du Québec, on pense évidemment à Montréal et à Québec, des locomotives qui devaient entraîner le développement de l'ensemble du territoire et dont on devait fatalement mettre toute la priorité sur ces deux grandes villes-là. Alors, ce qu'on assiste présentement, d'après M. Vachon, c'est un passage de ce Québec concentré à un Québec distribué, mieux distribué sur le territoire, où les différentes parties s'enrichissent les unes les autres. C'est une idée qu'on retrouve en exergue du du livre de M. Vachon, une citation du grand philosophe Edgar Morin, où ces deux grands mouvements, il faut à la fois réhumaniser la grande ville et revitaliser la campagne. On serait à ce moment-là à un moment charnière où ces deux grands mouvements-là se rencontrent. Alors, ça nous fait plaisir avec Guy, mon collègue Guy de Bailleul, d'accueillir M. Vachon. Alors, bienvenue M. Vachon, merci de vous joindre à nous pour cette brève discussion. Pouvez-vous, d'entrée de jeu, nous faire un bref parcours, un bref rappel de votre parcours? D'où vient cet amour pour les régions du Québec? Ah, ça, c'est une question intéressante. Du plus loin que je me souvienne, enfant, j'allais visiter régulièrement mes grands-parents dans la région de Saint-Casimir-de-Portneuf, le village natal de mon père. Et on faisait le voyage à la fin des années 40, début des années 50. On faisait le voyage en train. Et je pense que c'est là que j'ai pris conscience de l'immensité du territoire québécois et surtout de la réalité rurale, puisque j'étais moi-même enfant, natif de Montréal, d'un quartier ouvrier, quartier Rosemont. Et le fait de visiter mes grands-parents m'a donné l'occasion de percevoir l'autre visage du Québec. Et par la suite, j'allais l'été faire les foins avec un des oncles qui était à la fois producteur laitier et laitier à Saint-Casimir. Et du côté maternel, je visitais aussi mes oncles, plus près de Montréal, mais toujours dans la campagne, très agricole à l'époque, de Repentigny et de Saint-Sulpice. Je crois, M. Vachon, vous avez planté vos racines finalement dans l'est du Québec, dans la région de Saint-Mathieu-de-Rimouski. Vous avez encore, je crois, une propriété dans cette région-là. Oui, alors en 79, avec mon épouse et nos 3 enfants, on a décidé de quitter la région de Montréal pour aller vivre une expérience de ruralité. Le phénomène lui-même de la transformation des campagnes m'intéressait déjà à cette époque, ayant pris, comme je le disais, ses racines dans mon enfance. Et durant 10 ans, nous avons vécu sur une ferme en pratiquant et en s'appropriant, en s'initiant à tous les travaux de la ferme grâce à l'aide de nos voisins. Nous avons fait l'élevage ovin, un troupeau de 125 brebis. Nos enfants y étaient très impliqués et nous avons toujours conservé une parcelle de ce territoire que nous continuons à fréquenter 6 mois par année maintenant, la ferme ayant été léguée depuis à notre fils aîné et à sa conjointe qui ont pris leur retraite. D'accord.
Votre démarche, on veut la résumer, si vous avez presque toute votre vie combattu cette notion-là de la théorie de la concentration pour un Québec, pour un développement plus harmonieux. On voit dans votre livre, vous citez quelqu'un qui parle que le développement régional, c'est quasiment comme une idée subversive. C'est perçu comme une idée subversive qui va à l'encontre de grands principes du capitalisme qu'on connaît depuis les dernières décennies. Écoutez, vous soulevez là, un qualificatif que j'ai de la difficulté à intégrer personnellement. J'ose difficilement utiliser le terme de subversif, sauf que dans le contexte de la réflexion et de la recherche actuelle et récente au Québec, on aborde très souvent la ruralité et le phénomène régional à travers une dimension misérabiliste. Alors que j'ai tenté, et cela suite à des voyages à l'étranger et à des recherches que j'ai poursuivies, je tente plutôt de démontrer non seulement les avantages, les côtés optimistes de la région, mais de démontrer qu'il y a une évolution qui crée un contexte qui est de plus en plus favorable aux régions et qui nous permet de nous distancier du modèle traditionnel de la concentration des grandes villes, soi-disant qui, par effet d'entraînement, allait développer les régions intermédiaires et les régions éloignées. Alors, disons que pour répondre à votre question, je suis un apôtre, un disciple, en quelque sorte, de la promotion du développement régional et du développement rural. Et en fait, le contexte actuel, tant économique, social, technologique qu'environnemental, tend à me donner raison dans la mesure où il y a une attractivité de plus en plus grande auprès des citadins, avec un phénomène qui est tout à fait nouveau, qui est celui de l'exode des grandes villes vers les villes petites et moyennes, mais aussi les villages en région. Dans votre livre, c'est un peu peut-être aussi votre parcours dans votre vie. On passe d'une première partie où c'est plus la colère devant certains constats, comme vous me avez mentionné, une vision misérabiliste des campagnes, à une vision qui a plus d'espoir, qui porte plus d'espoir, et à la fin de votre livre, un projet politique assez précis. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce cheminement-là, de la colère à l'espoir? Oui. Je vous rappellerai tout d'abord que lorsque j'ai fait mes études de licence, mes diplômes universitaires à l'Université de Montréal, on avait un professeur, un excellent professeur d'ailleurs, excellent pédagogue, mais qui était dans l'air du temps et qui nous enseignait que au cours des années 2000, début des années 2000, les agglomérations de Montréal et de Québec se rejoindraient pour constituer une grande mégalopole urbaine au Québec, à l'image des mégalopoles de l'Est des États-Unis. Alors, ceci, évidemment, j'ai intégré ces concepts-là, mais au fur et à mesure de mes lectures, au fur et à mesure de mes voyages, j'ai constaté que la région en soi n'était pas un espace résiduel. Pardon. La région et les territoires ruraux n'étaient pas des espaces résiduels, mais des espaces avec leurs propres atouts et leur propre contribution à une société qui était diversifiée. On avait besoin des territoires ruraux, ne serait-ce que pour la production agricole, les activités récréotouristiques, le tourisme, la villégiature. Et dans cet esprit, mon attention s'est portée sur la reconnaissance des facteurs de composition des territoires ruraux et régionaux. Et progressivement, après un stage que j'ai fait en Belgique, un stage international en développement rural, j'ai constaté que la région et les milieux ruraux pouvaient constituer en soi des territoires d'aménagement et de développement, une planification territoriale réfléchie, pensée avec ses spécificités. Et de là, bien, j'ai consacré depuis les dernières décennies, ce qui remonte aux années 80-90, j'ai consacré ma recherche, ma réflexion à la spécificité et à la nécessité de planifier adéquatement les régions et les territoires ruraux, mais en harmonie, en accord, en complémentarité avec les zones métropolitaines. Oui, Guy, à vous la parole. Oui.
Oui, bonjour Bernard. Bonjour. Tu fais allusion à une sorte de sous-évaluation chronique du potentiel des régions. Tu dis qu'en fait, c'est un avenir en attente. Oui, c'est un avenir en attente parce qu'il y a des atouts qui, malheureusement, ne sont pas clairement identifiés et valorisés. Et moi, je suis confiant que ces atouts vont émerger de plus en plus avec les nouvelles caractéristiques des territoires ruraux en complémentarité avec les milieux métropolitains. Je m'explique, c'est qu'il y a 3 ordres de facteurs de cette évolution en faveur des régions. Le premier ordre de facteurs, c'est la dématérialisation d'un nombre croissant d'activités économiques qui peuvent théoriquement s'établir n'importe où. On les appelle les activités footloose. Il y a la révolution numérique qui a créé, on l'a vu, un boom du télétravail. D'autre part, il y a les dysfonctionnements, les problèmes majeurs auxquels font face les villes, le coût d'habitation, le coût du pied carré, la congestion, l'étalement urbain, la criminalité aussi dans plusieurs parties. Alors, ce deuxième ordre de facteurs contribue à créer un sentiment d'insatisfaction et à créer chez un nombre croissant de familles et d'individus un facteur de répulsion à l'égard de la ville. C'est-à-dire qu'on veut fuir la ville. Il y en a qui le font, il y en a qui sont en attente. Et puis finalement, à travers ce nouveau contexte, on constate qu'il y a une attractivité des petites villes, des villes moyennes et des villages. Alors, vous voyez qu'il y a un contexte qui s'est créé au fil des évolutions économiques, sociales, environnementales et technologiques, un contexte qui est de plus en plus favorable aux villes en région et évidemment aux villages. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut que le gouvernement en prenne conscience que de moins en moins les métropoles sont la seule alternative possible et qu'il y ait des politiques et des stratégies qui soient conséquentes à ces nouvelles réalités. Mais en même temps, il faut qu'on affine un peu notre analyse parce que tu reviens sur ce qu'on a eu l'habitude d'appeler la dichotomie ville-campagne. Oui. En fait, c'est comme si c'était un monde bipolaire. Toi, ce que tu dis, c'est que ça n'est pas un monde bipolaire. Il faut plutôt parler de multipolarité. Oui, absolument. C'est que on a fonctionné depuis les années, particulièrement depuis les années 50, à l'intérieur de ce modèle, j'y reviens, ce modèle de concentration, suite un modèle qui a été accentué, qui a été encouragé par les conclusions, les constats et les conclusions du rapport Legul-Célédo-Martin de 1970, qui disait en gros, faisons de Montréal la locomotive économique du Québec et par voie de conséquence, les régions vont se développer. Or, la réalité a mis en doute ce modèle et aujourd'hui, il est plus réaliste de promouvoir un modèle multipolaire qu'un modèle concentré. Lorsque je parle de modèle multipolaire, on n'a pas besoin au Québec de créer, comme c'était le cas en Angleterre, en France, en Israël, des villes nouvelles pour déconcentrer les investissements productifs et la population. On a au Québec au-delà de 100 villes régionales, c'est-à-dire des cités régionales et des municipalités de centralité. À l'échelle, par exemple, de chacune des MRC du Québec, on en a 87. Et on a plus de 1000 municipalités de villages, 1000 villages au Québec qui reçoivent de plus en plus de travailleurs, de jeunes familles qui contribuent à dynamiser ces milieux. Alors, comme on le disait au tout début, en introduction, on a véritablement la conscience de plus en plus claire qu'il y a un transfert de paradigme en faveur des régions. Et ça, il faut en prendre conscience et adopter des politiques en conséquence. Alors écoutez, je pense que c'est déjà le temps de faire une brève pause et nous revenons dans moins d'1 minute pour poursuivre la discussion fort intéressante avec le professeur Bernard Vachon. À tout de suite. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions de Nutrition est fière de vous présenter cette émission.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Alors, bonjour, bienvenue à l'émission L'actu demain où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Bernard Vachon qui vient de lancer cet ouvrage magistral, je dois dire, Rebâtir les régions du Québec. Alors, Monsieur Vachon, vous avez mentionné dans la première partie de notre entrevue les facteurs qui expliquent qu'on peut assister actuellement à une espèce de reconquête des régions. Vous avez parlé de la numérisation, la dématérialisation de certaines activités économiques. On peut penser que la pandémie a accéléré ce mouvement-là de télétravail, de retour vers les campagnes. Maintenant, concrètement, j'aimerais ça que vous nous disiez des exemples. On parle de la néo-ruralité, on parle de la vitalité de villages et de centres régionaux où, si on prend juste la lorgnette du rendement économique, capitaliste, on peut passer à côté d'atouts, de richesses un peu underground, au niveau culturel, au niveau social. Pouvez-vous nous parler un peu de cette réalité underground qui fait la richesse, dans le fond, de nos villages? Oui, alors ça, c'est un thème qui m'est cher parce que j'ai vécu depuis 1979 une relation que je qualifierais d'intime avec un milieu rural que je connais bien, celui de la MRC des Basques dans le Bas-Saint-Laurent et tout particulièrement de la petite municipalité rurale de l'Arrière-Pays, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Lille. Alors, ce qui m'avait frappé au cours des années 90, 2000 et encore plus récemment, ce sont des reportages qui portent sur le caractère, comme on y a fait allusion plus tôt, sur le caractère de dévitalisation avec un esprit un peu misérabiliste. Il y a eu ce fameux rapport de M. Bernier qui a conduit et qui identifié près de 200 municipalités qui, selon lui, étaient appelées à disparaître. Le rapport a été publié, je pense que c'est en 2000, et M. Bernier laissait entendre que plusieurs de ces 200 villages allaient fermer dans un bref espace de temps. Il citait notamment la municipalité de Trois-Pistoles, qui est le chef-lieu de la MRC des Basques, donc que je connais très bien. Alors, c'est évident que si vous prenez uniquement des critères d'ordre économique ou démographique, vous pouvez arriver à des conclusions qui sont assez pessimistes quant à l'avenir de certaines municipalités rurales. Cependant, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un dynamisme qui ne se traduit pas uniquement en termes de produit intérieur brut, le PIB, mais aussi en termes sociaux, en termes culturels. Dans ce sens-là, et environnemental. Dans ce sens-là, la MRC des Basques, puisque je prends ça comme exemple, la MRC des Basques est une municipalité, est une MRC extrêmement dynamique, avec un apport récent de jeunes ménages avec enfants. On augmente régulièrement les places en garderie, ce qui s'est fait encore tout récemment. Et il y a une vie culturelle à travers les arts, la danse, la peinture, des spectacles, des festivals qui sont organisés régulièrement. Il y a un art, je dirais, de vivre et une qualité de vie
qui aujourd'hui fait l'envie, pour ceux qui connaissent le milieu, fait l'envie de plusieurs ménages, plusieurs jeunes. C'est ce qui fait que la MRC accueille régulièrement de jeunes ménages sur son territoire. Je donne ça comme exemple, mais il y en a plusieurs à travers la province, plusieurs MRC et municipalités rurales de ce type. Et justement, Bernard, en élargissant cet exemple, tu es amené à te poser la question sur le manque de données ou éventuellement même la sous-utilisation d'un certain nombre de données pour décrire correctement ces phénomènes, alors qu'on s'en tient à des grandeurs tout à fait conventionnelles comme le PIB ou autre chose. Et puis, tu fais allusion notamment à une réalité qui est peu connue, ce sont les soldes migratoires inversés qu'a mis en évidence l'Institut de la statistique du Québec. Voilà. Alors ça, c'est une donnée qui est relativement récente et qui révèle les changements de paradigme en termes de relations ville-campagne, métropole et régions éloignées et intermédiaires. Les dernières statistiques parues depuis 2009-2010 révèlent que les tendances passées de l'exode rural sont inversées dans plusieurs régions, et notamment dans les régions dites à la source, les régions éloignées, les régions intermédiaires. Et malheureusement, c'est qu'on tient peu compte de ce type de données dans les évaluations que l'on fait des régions aujourd'hui. On va s'attarder, par exemple, davantage au vieillissement de la population. C'est quand même étonnant qu'on continue à s'attarder sur cette donnée, alors qu'il y a une donnée est de plus en plus évidente que démontre l'Institut de la statistique du Québec, à l'effet que les régions rajeunissent en quelque sorte. Certaines d'entre elles et certaines communautés rurales rajeunissent du fait de l'apport de nouvelles familles, de nouveaux ménages. Et ça, c'est le genre de données sur lesquelles on devrait s'attarder et pousser plus loin quant à l'origine de ces personnes et quant aux motivations de ces personnes. Monsieur Vachon, dans une émission comme l'agriculture de demain, on ne peut pas manquer de te poser la question, dans cet univers, quelle est la place de l'agriculture? Ah, ça c'est une autre bonne question. Traditionnellement, on définissait la ruralité par sa vocation agricole. Or, vous savez comme moi que l'agriculture au Québec continue d'occuper une place importante en termes de superficie, bien sûr, mais il y a plus que 24 700 fermes agricoles productives au Québec, alors qu'au début du siècle, il y en avait plus de 100 000. Alors, bien entendu, ça s'inscrit dans un contexte de consolidation des fermes, de spécialisation, mais il demeure que pour assurer la survie des communautés rurales, on ne peut plus compter sur la seule agriculture. Il faut diversifier l'activité économique en milieu rural. L'agriculture, elle est productive, très productive, mais elle génère très peu d'emplois. Je connais beaucoup de fermes dans la région du Bas-Saint-Laurent où la question de la pénurie de main-d'œuvre est réglée par l'automatisation des opérations et la robotisation. Alors, comment peut-on assurer l'avenir de la ruralité si on continue de croire, de penser que c'est l'agriculture qui va sauver les campagnes? Il faut absolument avoir une politique puissante, une politique ferme, résolue, déterminée pour accroître la diversification de l'activité économique en milieu rural. Et bien entendu, oui, allez-y. Oui, alors justement, parce que le temps passe, mais dans la fin de votre livre, vous souhaitez, vous appelez de vos vœux la création d'une véritable politique nationale des territoires. En même temps, je sais que vous avez été consulté dans l'élaboration de la nouvelle politique d'architecture et d'aménagement du territoire du gouvernement Legault. Pouvez-vous nous en dire un mot? Est-ce que cette politique d'aménagement peut être cette nouvelle politique nationale des territoires ou si c'est à une autre échelle? Ah, c'est à une autre échelle. En fait, au Québec, on a, puis c'est pas une grande révélation, mais on sait qu'on a
comment dire, donc, une culture d'intervention en silo. C'est-à-dire que chaque ministère est passablement jaloux de ses prérogatives et de ses interventions, alors que face à des problèmes comme l'avenir du développement des régions et des communautés régionales, des communautés rurales, pardon, il faudrait avoir une politique transversale, c'est-à-dire qu'il ferait appel simultanément à différents ministères. Je pense au ministère de l'Agriculture, avec notamment la loi sur le zonage agricole, la loi et les stratégies d'aménagement du territoire, les politiques qui relèvent du ministre ou du super-ministre Fitzgibbon en matière de développement territorial. Il y a des stratégies particulières qui sont adressées aux entrepreneurs pour développer de nouvelles entreprises ou pour consolider les entreprises existantes. Il y a aussi le ministère du Transport qui est interpellé. Alors, idéalement, il faudrait avoir une politique globale, ce que j'appelle une politique nationale du territoire, pour aborder simultanément, dans une perspective de cohérence, d'harmonisation, l'ensemble des problématiques que soulève l'aménagement et le développement du territoire. Maintenant, concernant la politique nationale d'aménagement du territoire, c'est un cahier. En fait, cette politique, elle a été rendue publique le 6 juin dernier. C'est une politique qui énonce des vœux qui sont souhaitables, des vœux nobles, mais en fait, on va pouvoir apprécier la valeur réelle de cette politique lorsqu'on rendra public cet hiver 2023, lorsqu'on rendra public le plan de mise en œuvre de cette politique. Maintenant, dans les annexes de votre livre, vous y allez d'une sainte colère envers le projet du troisième lien. Est-ce que ça ne met pas un certain doute, justement, cette approche-là d'une nouvelle autoroute, de plus d'étalement urbain, sur les véritables intentions du gouvernement en matière d'aménagement du territoire? Simplement pour dire que la ministre elle-même nous a donné comme mandat, notamment, de lutter contre, d'avoir des mesures pour lutter contre l'étalement urbain. Et en fait, on adopte une telle mesure de transport, de mobilité. Je m'excuse, M. Vachon, on me fait signe que l'émission tire déjà à sa fin. On pourra parler longuement du troisième lien. C'est un sujet inquiétant mais intéressant. Alors, écoutez, c'était tout. Je vous rappelle que c'était pour faire connaître cet ouvrage, Rebâtir les régions du Québec, du professeur Bernard Vachon, que j'invite tout le monde à parcourir. C'est vraiment une somme extrêmement intéressante de 50 ans de réflexion sur l'avenir du territoire du Québec. Alors, merci beaucoup, M. Vachon, et à tous, à la prochaine. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.